Bonjour et bienvenue dans Une minute un livre. Je vous parle aujourd'hui de 7 ouvrages collaboratifs, Castration, testicules et masculinité. Donc un ouvrage collectif sous la direction de Naïma Hanafi, maîtresse de conférences en histoire à l'Université d'Angers, aux éditions du Murmure 2026. Et je remercie Jérôme pour l'envoi. Un ouvrage particulièrement intéressant par la richesse de ses contributions et par ses traversées historiques, anthropologiques, sociologiques, politiques et géographiques, hein, ou encore même littéraires, artistiques, etc. Et enfin par ses polysémies et sa cartographie conceptuelle du sujet. Alors évoquer les castrations, hein, n'est d'ailleurs pas une chose évidente, et pourtant cette thématique en dit long sur les rapports sociaux de genre et sur les masculinités. D'ailleurs, hein, qui est concerné par les castrations? Penser uniquement aux hommes est déjà une erreur. Que signifie être castré physiquement et symboliquement? Castre-t-on encore aujourd'hui? Amour, gloire et castration, de quoi parle-t-on? Bien plus qu'une histoire de testicules, ça c'est certain. Alors qu'est-ce qui fait l'homme, hein? Qu'est-ce qui fait un homme? Quid de la virilité? Quelles sont les différences entre stérilisation et castration? Et quelles sont les formes de castration? Rappelons, hein, déjà, hein, que la stérilisation n'implique pas nécessairement la castration. Quid aussi, hein, du pourquoi des greffes de testicules également, hein, je vous invite vivement d'ailleurs à découvrir cette partie. Qu'appelle-t-on, hein, les sexualités amputées? On a vraiment dans l'ouvrage une cartographie des usages, des fantasmes et des violences, hein, liées à la castration. Celle-ci peut être subie, je cite, attendue, transmise, fantasmée ou désirée, très variable dans ses effets réels ou projetés, appréhendée comme une violence ou au contraire comme une libération, une transformation du corps et de ses potentialités. Donc les pouvoirs de contrainte, hein, comme la stérilisation forcée et les dynamiques émancipatoires sont ainsi étudiés ici, sans rien écarter. Donc difficile, dans tout ce contexte, hein, tout d'abord de ne pas penser au castrat, hein, appelé également parfois créature. Rappelons que l'homosexualité réelle ou projetée des castrats, d'ailleurs, a fait l'objet de diverses études, hein, qui ont bien plus ou moins pris du recul avec le lien tissé entre castration, efféminement et orientation sexuelle, hein. Rappelons d'ailleurs que l'homosexualité masculine pouvait être pensée comme une déchéance morale italienne. Alors la sexualité, hein, je cite, de ces demi-hommes, hein, de ces invertis, d'hommes efféminés, dévirilisés, de créatures impubères, s'oppose ainsi au modèle des hommes complets. Voilà. Et dans ce contexte, comment se positionne le castrat hétéro? Parce qu'évidemment, cette dynamique ne répond pas à ces schémas normatifs qui ont été précisés précédemment. Donc rappelons également le code pénal de 1810 qui criminalise la castration. Le temps est venu du triomphe d'une masculinité conquérante, impérialiste, à la française, hein, qui ne peut tolérer que l'on attente aux testicules. Alors par ailleurs, hein, bien que dans les esprits le terme castration évoque en premier lieu une atteinte aux parties génitales masculines, à la toute fin du 19e siècle, je cite, hein, la castration des hommes est rare, tandis que les gynécologues et aliénistes bien s'entendent, hein, pour castrer fréquemment des femmes. Alors on voit derrière ça quoi, hein? C'est-à-dire que l'ovaire n'a alors que peu de valeur et la médecine en accorde davantage aux testicules considérés comme les glandes de la sexualité par excellence. Alors dans le champ psychiatrique, les expérimentations sur la castration ont d'abord touché les femmes avant d'être considérées comme des pratiques utiles aux hommes, notamment sous l'effet, hein, de ce qu'on appelle une masculinisation de l'hystérie dès les années 1880 et plus encore à l'époque de la Grande Guerre. Ajoutons dans tout ce contexte, hein, les questions de castration psychiatrique thérapeutique, avec l'exemple notamment, hein, des stérilisations par castration, des malades diagnostiqués schizophrènes dans l'Allemagne nazie, la loi sur la castration des délinquants sexuels aux Pays-Bas en 1938, les méthodes, hein, de régulation, hein, de l'homosexualité, ou encore, hein, corriger l'excès vénérien, et notamment celui d'un amant ou époux infidèle, hein, qui vise alors à empêcher le maintien d'une sexualité reproductive avec d'autres femmes. Par ailleurs, hein, concernant les questions trans, les plasties génitales réalisées par un certain nombre de femmes trans dans le cadre de leur transition ne sont généralement pas envisagées par les principales intéressées, hein, comme une castration, mais comme des chirurgies d'affirmation, de confirmation de genre. Donc on voit bien derrière, hein, tout l'imaginaire de la castration qui s'invite, hein, dans le discours médical. Alors sont abordés, hein, les processus de dévirilisation, de féminisation, hein, via aussi bien toute la démarche d'hormonothérapie, hein, et la question de la castration chimique. Sont abordés, hein, bien évidemment la vaginoplastie comme castration, hein. Vous allez voir toute une suite, hein, de formulations voilà, assez étonnantes. La définition d'une femme trans présentée comme un homme castré. Et alors on comprend vite, hein, les femmes trans ne sont et ne peuvent être dans les imaginaires, hein, que présentées comme des hommes disqualifiés, des êtres castrés. Donc il y a encore bien évidemment du travail.
Alors enfin, quid des femmes castratrices? Francis Dupuy-Déry revient d'ailleurs sur l'idéologie phallocrate qui, je cite, présente le phallus comme synonyme de puissance masculine, voire de domination sur les femmes, et sur le raisonnement simpliste que la castration, eh bien, soit la forme ultime de la révolte féministe, et donc l'ultime menace que représentent les féministes pour les hommes. Et donc cette castration peut être réelle ou symbolique, puisque la synonymie permet de dire que le phallus est puissance et que la puissance est phallique. Et bien évidemment, on va retrouver tous les procédés discursifs de l'antiféminisme, etc. Alors en conclusion, on peut dire que les castrations interrogent les masculinités, notamment hégémoniques, et leur rapport de domination, et plus globalement interrogent ces normes binaires de genre, et interroge également cette lecture très biologique des corps et des identités. Je vous invite vraiment à découvrir l'ouvrage en intégralité. Là, je vous ai présenté là, quelques éléments, mais l'ouvrage est extrêmement riche, bien plus riche, bien évidemment, que les éléments présentés. Voilà, je vous invite vraiment à le découvrir, à le lire avec attention, à le partager autour de vous. Je vous souhaite une bonne lecture, une bonne découverte et à bientôt.